Bonjour à toutes et à tous, c'est Alric, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la fuite vers les étoiles, chapitre 6, Capture. Oui, j'ai compris, merci de vous soucier de ma surdité. Non, monsieur Beckman et les scientifiques sont au courant pour le moment. Non, Ben Beckman, pas son père William. Comment? Vous croyez qu'avertir les politiciens serait une bonne chose? J'en doute sérieusement, monsieur Paris. Attendez une minute, on m'appelle. Le président Oddar stoppa la transmission audiovisuelle avec la station Fate de la planète Mars, le temps d'aller voir dans son bureau qui venait l'importuner. Il lui suffit d'entendre le son caractéristique de pas nerveux sur le sol pour deviner qu'il s'agissait de son majordome Teach. « Encore vous » cracha-t-il d'un ton venimeux. « N'avez-vous donc rien à faire que d'entrer dans mon bureau au pire moment de la journée? Je suis en pleine conversation avec l'astrophysicien Paris sur un sujet qui mérite une attention particulière, contrairement à ce que vous êtes venu m'annoncer. » Si je vous ennuie, embauchez un autre majordome, monsieur le président. Je ne suis pas payé pour essuyer vos répliques cinglantes, j'ai un amour-propre à tenir. Épargnez-moi vos horribles lamentations, Teach, et venez-en au fait avant que je ne vous expulse de cette pièce d'une manière dont vous vous souviendrez. Très bien, vous n'allez pas être déçus. Les résistants de Nécropolis se sont réunis au pied de la sphère, apparemment furieux par votre discours. Comment ça? Qu'est-ce que j'ai dit qui ait pu effleurer leur sensibilité? Vous avez affirmé avec conviction que la mort d'Angelina Kurt vous confortait dans l'idée de rester impitoyable envers la résistance. C'est comme si les gens n'avaient pas entendu notre ferveur pour le développement de la centrale. Ils sont bornés et réclament encore le réseau VHL. Mais il ne fonctionne plus, ce fichu réseau, s'emporta Oddar, son visage joufflu virant au cramoisi. Quand est-ce qu'ils le comprendront? Ils ne le savent peut-être pas. Un autre discours serait à mon avis nécessaire afin de clarifier la situation. En attendant, l'armada a été dépêchée pour contenir la foule. Vous n'avez aucun point en termes de décision, Teach. Transmettez mon message. Que l'armada ne fasse pas de quartier, je veux que les gens comprennent que je suis prêt à tout. Et autre chose, vu que nous avons récupéré les réacteurs des mains de ce satané John Smith, qui nous échappe toujours, Ben a réclamé une nouvelle personne pour le prochain test. Avertissez William Beckman à ce sujet. Il se chargera de rapporter un sujet convaincant. À vos ordres, monsieur le président. Je vous promets de ne plus vous interrompre, en tout cas jusqu'à la fin de la journée. Le majordome se hâta de franchir le seuil avant qu'Oddar ne lui fasse sentir la douloureuse correction qu'il réservait pour les majordomes insolents. Lorsqu'elle s'aperçut que l'entraîneur de la sphère n'était gardé que par 2 vigiles à première vue désarmés, Amal se réjouit. La chance lui souriait, alors que sur le parvis devant l'accès sud, l'affluence des résistants enflait sans discontinuer depuis près d'1 heure, il était surprenant de constater que la place était déserte autour d'Amal. Elle recouvra une respiration régulière. La vue des vigiles, 2 colosses de plus de 100 kilos, ne la laissait toutefois pas indifférente. Elle espérait qu'ils n'allaient pas la brutaliser. En fait, elle n'eut même pas l'occasion de leur adresser la parole. Surgissant de la pénombre de la façade, un inconnu se jeta délibérément sur la garde civile. Amal poussa un cri perçant. Pétrifiée, elle assista à un affrontement qui ne dura guère plus de 30 secondes. Uppercut fulgurant, crochet du gauche, esquive éthérée, parade infaillible. L'inconnu connaissait son affaire, et démontrait clairement que le combat était son oxygène. Par une série de gestes où la précision tutoyait la perfection, il assomma ses 2 adversaires affublés d'une lenteur handicapante. Les vigiles s'écroulèrent l'un sur l'autre, une expression de stupéfaction figée sur leur visage. Amal cligna des yeux pour admettre la réalité. L'homme s'avança vers elle, ses bras musculeux encadrant une poitrine qui ne l'était pas moins. Elle faillit s'enfuir en appelant à l'aide, mais un éclat de bienveillance brillait dans le regard de l'inconnu. Sa peau d'ébène luisait sous la lumière des réverbères disposés à intervalles réguliers sur le pourtour de la sphère. Il fit craquer les jointures de ses doigts, satisfait de sa prestation. Amal jeta un coup d'œil circulaire. Elle ne vit personne sur le parvis. Les districts de Nécropolis étaient invisibles de son point de vue. Il se trouvait en contrebas de l'éminence rocheuse sur laquelle la sphère avait été bâtie. « Bonjour, ma belle, j'ai senti que nous avions un but commun tous les deux. Vous voulez entrer dans la sphère, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur, c'était mon intention. » « Navré de vous avoir effrayé, je me suis dit que ce serait plus rapide si j'intervenais. » Il considéra avec un rictus mauvais les carcasses des 2 vigiles inconscients. « Ces 2 loques ne font pas partie de l'armada, c'est certain. Allez, la voie est libre. John Smith, ajouta-t-il en tendant une main chaleureuse. Amal Saoud, répondit Amal sans la moindre hésitation. Elle crut que John allait lui broyer la main sous sa poigne de fer. D'un clin d'œil complice, il l'accompagnait jusqu'à l'entrée. Accrochez-vous, Amal, ça va swinguer. Ben Beckman était entièrement dévoué à son projet, si bien que dès qu'une anomalie était détectée au sein de la centrale, il exécutait d'impressionnantes pirouettes pour atteindre la pièce défaillante parmi l'écheveau titanesque qui faisait corps à la machine.
La salle des opérations était idéale pour accueillir un tel engin, de par sa superficie mais également sa climatisation. En effet, la chaleur qui régnait dans les laboratoires excédait parfois 45 degrés, et cette salle-ci ne faisait pas exception. Travailler 10 heures par jour au beau milieu des moteurs ronflants et des enchevêtrements mécaniques relevait de la gageure. Maintenant que les dernières modifications avaient été réalisées, Ben se disait confiant quant à la réussite de la mission. Il ne pouvait que prier pour les phases de test. C'était un moment toujours déplaisant que de vérifier le bon fonctionnement de l'aboutissement d'un projet. Pire, cette fois-ci, les essais seraient effectués sur un être humain en chair et en os. Si une défaillance survenait, la mort était probable, voire inévitable. Il devait arrêter d'y songer. Mais voilà que d'autres pensées l'assaillaient sans lui accorder le moindre répit. Des pensées funestes, avivées par les révélations du président Hodar. Il percevait dans les fronts plissés et l'attitude gauche de ses associés que la nouvelle les préoccupait tout autant que lui-même, sinon davantage. Comment aurait-il pu en être autrement? Le président les avait informés la veille et leur avait intimé de garder le secret. Il était défendu d'évoquer le sujet, même entre eux. La tension pesant sur les épaules s'en était retrouvée décuplée. « Monsieur Beckman, si la centrale fonctionne selon nos prévisions, projetez-vous de la mettre à disposition du grand public ou de sélectionner exclusivement quelques élus pour effectuer un voyage vers Kébinos ?» Ben, le corps enfoui dans une turbine, se tordit le cou pour répondre au scientifique Weldon. « Je croyais avoir précisé qu'il n'était en aucun cas question de proposer à la population un voyage intergalactique. Cette centrale ne représente que le premier pas vers l'avenir de l'humanité. Elle devra de toute évidence être transférée sur Mars où les essais seront plus aisés à réaliser. À l'échelle de l'univers, traverser plusieurs centaines de milliers de kilomètres est risible, mais à notre échelle, cela nous épargne quelques minutes de trajet sous forme de photons. Oui, vous avez raison, je me demande si la terraformation que nous envisageons pour Kébinos portera ses fruits. Il a fallu des siècles d'expérimentation pour que nos ancêtres parviennent à modifier l'atmosphère de Mars, dont la pression était 100 fois trop faible. Sachant que celle de Kébinos se rapproche davantage de la nôtre, les difficultés seraient moindres. Reste à prendre en compte la distance. De combien est-elle déjà ? Environ 20 années-lumière, une broutille quand on sait que notre galaxie mesure près de 80 000 années-lumière. Les gens pensent que le voyage pour Kébinos serait proche de 20 ans à la vitesse de la lumière. Or cela est faux. À une telle célérité, d'après la fameuse théorie de la relativité restreinte, jamais remise en cause, un corps vieillit moins vite, et par changement de référentiel, il ne se sera passé qu'une année au pire entre son départ terrestre et son arrivée sur Kébinos. La distance est par conséquent un problème fictif qui ne remet pas en cause la mission. Les autres scientifiques présents autour de Ben opinèrent. La science avait atteint un tel niveau de compréhension qu'il s'étonnait encore de l'étendue des connaissances acquises au cours de l'histoire. La station Fate a-t-elle émis un avis sur l'éventualité d'une vie extraterrestre sur Kébinos? S'enquit le scientifique Arch d'un naturel soucieux. C'est vrai, renchérit son adjointe Light, une femme rigoureuse qui ne laissait guère de place aux sentiments. Nous travaillons sur cette centrale depuis des années, et le président semble se complaire à ne pas divulguer les informations transmises par la station Fate. Tu es certainement le seul Ben à qui il accorde une confiance absolue. Ben ne s'extirpa de l'enveloppe d'acier et regagna le sol en titubant de fatigue. Ses cernes virées au bleu pâle et la rudesse de son regard témoignaient de son manque de repos. Il répondit néanmoins avec sa verve coutumière. La piste d'une vie extraterrestre n'est pas privilégiée à l'heure actuelle, et je doute qu'elle finisse par l'être. Si l'observation de Kébinos a révélé des traces indéniables de la présence d'eau et de dioxyde de carbone, nécessaires à l'effet de serre, nous n'avons pas encore eu la certitude qu'une quelconque forme de vie puisse s'y développer. Un voyage jusqu'à cette exoplanète pourrait en revanche confirmer ou infirmer ces conjectures. Et que nous reste-t-il à finaliser pour rendre la centrale opérationnelle? Les réacteurs à particules s'accordent parfaitement avec le reste de la structure. L'énergie qui est libérée par le champ de désintégration est conforme à nos prévisions. Toute la difficulté de notre travail résidait dans l'adaptation de la centrale à désintégration particulière déjà existante à l'échelle humaine. Effectuons d'abord une ultime vérification de toutes les entrées et sorties de gaz. La chaleur risque de s'élever promptement lorsque nous activerons les réacteurs. Demain, nous entamerons la première phase de test. Mes amis, nous arrivons dans la dernière ligne droite. John Smith et Amal Saoud pénétrèrent dans l'immense hall de la sphère en retenant leur souffle. 2 escaliers roulants se dressaient à chaque extrémité de la salle, épousant la courbe des murs. Ils menaient au palier du premier étage, donnant accès au puits central contenant l'ascenseur gravitationnel que John appréciait particulièrement. Face à eux, de l'autre côté du vestibule, ils entrevirent la maquette recensant les milliers d'exoplanètes connues jusqu'à ce jour. Des soldats supplémentaires de l'armada étaient postés derrière les portes, revolver à la main. John intima à Amal de rester silencieuse. La discrétion était un facteur de succès essentiel à toute tentative d'espionnage. Il lui indiqua d'un signe de tête le puits ascensionnel avant de foncer en direction des escaliers.
La clameur provoquée par la foule des résistants au dehors rendit leur bruit de pas inaudible. Ils furent surpris de ne rencontrer personne en chemin. Les politiciens et les scientifiques ne devaient pas avoir l'occasion de quitter leur bureau de travail. « Qu'allez-vous faire, monsieur Smith » demanda Amal en le suivant d'un air suspicieux. « Vous souhaitez comme moi vous rendre à la surface ?»« Pas dans l'immédiat, j'ai quelques comptes à régler. » Son laconisme en disait long sur ses intentions. Elle percevait chez cet homme une blessure déchirante qui ne s'était jamais refermée complètement. Derrière son expression d'assurance indubitable se dissimulait le trait d'une anxiété qu'il était incapable de refluer. Elle imaginait son passé parsemé de traumatismes et en éprouvant un sentiment de compassion. Mais existait-il une enfance plus intolérable que la sienne? Elle espérait une réponse négative. Ils s'engouffrèrent dans l'ascenseur avant de se faire remarquer. Amal fut décontenancée à la vue d'une dizaine de capsules hermétiques flottant sur un champ antigravitationnel. John l'invita à pénétrer à l'intérieur de l'un d'eux avec un sourire complice. L'espace disponible était trop restreint pour accueillir 2 personnes de corpulence normale. Tandis qu'Amal s'enfermait dans une capsule aux parois rutilantes, John alla se calfeutrer dans une autre. Soudain, Amal vit la capsule de John s'élever vers les hauteurs insoupçonnées de la sphère. Elle regarda autour d'elle, confuse, cherchant à comprendre le fonctionnement de cet engin. Un unique levier virtuel était représenté sur un cadran tactile. Elle posa son doigt sur l'écran afin de faire varier l'angle du levier. La secousse la propulsa contre la vitre. Elle manqua de tomber à la renverse. Sa capsule venait de bondir à une vitesse folle dans le puits. Atterrée, elle vit les étages défiler à toute allure, sans parvenir à rétablir son équilibre. L'habitacle vibrait avec un bourdonnement sourd. Amal sentit son cœur tambouriner dans sa poitrine. Allait-elle finir par s'écraser contre le toit de la sphère? Les mains moites, les cheveux dans les yeux, elle tapota l'écran à l'aveuglette. La capsule décéléra progressivement, puis s'immobilisa dans un couloir lumineux. La vitre s'écarta dans un grincement sonore. Elle se hâta de quitter cette horreur et s'engagea dans le corridor, la respiration saccadée. John avait disparu. Elle se retrouvait seule, perdue, dans les entrailles inextricables de la sphère. La clarté blafarde qui l'éblouissait littéralement provenait de néons assujettis sur les murs. De toute évidence, ce n'était pas en progressant de la sorte qu'elle allait atteindre la surface, mais la perspective de reprendre l'ascenseur la terrifiait. Le claquement d'une porte brisa le silence environnant. Amal sursauta, devina que quelqu'un allait inévitablement la croiser dans ce couloir vide. L'idée de s'éclipser effleura son esprit. Effleura. Un homme se dévoila à elle avant qu'elle n'eût pris une décision. De taille moyenne, doté d'une calvitie ravageuse et d'un visage émacié, il parut surpris de tomber sur une jeune femme. Amal arbora un sourire contrit, voulut s'excuser. Sa gorge sèche et nouée l'en empêcha. L'homme ouvrit la bouche pour engager la conversation, la referma aussitôt, se ravisant. Il agrippa violemment le bras d'Amal, qui poussa un cri de douleur. « Que me voulez-vous? Lâchez-moi! Vous ne pouviez pas arriver au meilleur moment, mademoiselle. Mon fils a justement besoin d'une personne consentante pour tester l'invention la plus prometteuse que le monde ait jamais connue. Et si je refuse, où m'emmenez-vous? Vous me faites mal. Cessez vos jérémiades. Je suis un politicien de la sphère et vous n'avez aucune autorisation pour vous introduire dans nos départements. J'ignore comment vous êtes parvenue jusqu'ici, toute seule qui plus est, mais vous devrez m'obéir à présent. Ben Beckman vous attend de pied ferme. »